Pour moi, l'art oratoire, c'est quelque chose de primordial. Ça devrait être enseigné à l'école déjà. J'ai en face de moi un certain nombre d'intervenants. C'est vrai que je travaille dans une entreprise où il y a des avocats et on pense que les avocats en fait sont des gens qui s'expriment de manière facile. Pouvoir occuper un espace, pouvoir travailler avec eux en ayant une pensée qui soit assez claire est vraiment un exercice qu'on a un peu oublié. On est tous victimes de notre culture et je pense que l'art oratoire a une place très très importante en entreprise. La réunionite est une forme de décadence de la pensée dans les entreprises. Une forme. Tout simplement parce que nous pensons ici, et vous pensez sans doute, qu'on a perdu le secret des orateurs. Il existe d'autres situations d'art oratoire. La grand-messe, par exemple. Et là, le trac apparaît, la peur. Face à ce danger, face à cette peur, une partie de notre cerveau, le reptilien, nous dicte 3 comportements possibles. Le premier, la fuite. Deuxième possibilité, l'attaque. Pas toujours bienvenue dans ce genre de convention non plus. Alors il reste une 3e option. Simuler la mort. Disparaître. Disparaître derrière son pupitre, disparaître derrière ses notes, derrière son texte, derrière ses slides. Et pour bien faire, se rétracter totalement, gestuellement, physiquement, vocalement. Et du coup, disparaître intellectuellement. L'éducation à la française, c'est un véritable paradoxe. Tout petit, un enfant de 4-5 ans n'a pas peur. Il n'a pas peur de parler. Il est plutôt content de réciter la poésie, de réciter la comptine. Mais retrouvons-le quelques années plus tard en entreprise. Il n'y a plus personne. Sur la scène de la convention annuelle, précisément, on vient de le voir, il n'y a plus personne. Il n'est que l'ombre de lui-même. Il a bien dû se passer quelque chose entre le moment où il était très à l'aise et où il prenait beaucoup de plaisir et le moment où il est complètement paralysé. Tout l'environnement de l'enfant, jusque et y compris à l'âge adulte, se charge de conditionner chez lui l'association entre l'idée de parler en public et le sentiment du danger. Tel patron, pour conclure un exposé, pose la question suivante. Y a-t-il des questions intelligentes ? Il le fait en souriant, mais tout de même, pour redonner le trac à celui qui va parler, on ne saurait mieux faire. La légitimité de l'art oratoire, elle est totale, elle est entière, elle est forte et elle est sur tous les éléments de la communication en entreprise. We are so afraid of speaking that we think ahead, we anticipate in order not to make any mistake. And when we do so, we are in our heads. But when we are in our heads, we are not in our bodies. Le fait d'apporter quelque chose à ses collaborateurs avec son corps, c'est essentiel. Et comme je suis joueur de rugby, je pense que le mouvement fait partie du jeu. And also, doing such, we cope with fear. Vous avez noté, c'est de l'anglais. Il faut être dans son corps, dit Marie-Sophie, bien sûr qu'il faut y être. Et ce n'est pas une chose facile. La première chose à faire, c'est d'arriver à inscrire son corps physiquement dans l'environnement social. Et quand on regarde les orateurs, très souvent, ils n'ont pas d'appui sur le sol, ça s'aille un peu n'importe comment, se dandinent d'un pied sur l'autre. Ils n'ont pas non plus d'appui sur le ciel, et pourtant nous sommes tous des homo erectus. Ils n'ont pas non plus d'appui sur l'humanité en face d'eux. Le regard rompt le contact pour réfléchir, le corps de l'orateur n'est plus là, et le cerveau, que devient-il ? Il flotte, en apesanteur, en suspension dans l'air, un peu comme le whisky du capitaine Haddock dans la fusée qui va vers la Lune. Nos réunions sont pleines d'orateurs dont le cerveau flotte dans le vide. Et de temps en temps, il y a une encre sur un bullet point, comme ça ils ne s'envolent pas trop loin. Et c'est le bullet point qui prend la place du cerveau. Et la pensée est morte. La pensée meurt. Et l'orateur, pendant ce temps-là,
Il est à l'intérieur de sa tête et il pense, croyant faire du Descartes. Il est simplement, comme beaucoup d'orateurs, shooté à la cogitation solitaire. Je suis souvent face à des clients ou à des prescripteurs, ce qui est plus difficile, et il faut leur donner envie. Ce n'est pas le style de l'individu qui ne va pas. On n'est pas là pour apprendre les claquettes. Quoique, tous les styles sont intéressants. Comment produire le personnage, c'est-à-dire le sens? Une école d'art oratoire me paraît un bon complément pour les managers, pour apprendre non seulement au-delà de la technique, mais également la façon de transmettre et de partager les messages avec leur auditoire. Si aujourd'hui la notion du corps est la chose du monde la moins partagée, elle était dans l'Antiquité la chose du monde la plus partagée dans la vie sociale. Il n'y avait pas de retransmission vidéo, il n'y avait pas de PowerPoint. Le corps était obligé d'exister. Il portait alors la pensée. Mettre le corps et la voix à la hauteur de la dignité de la cause. Les orateurs de l'Antiquité avaient, comme les comédiens, la conscience de l'humilité de leur propre instrument par rapport à la cause défendue, qui est celle de Molière, de Shakespeare, ou la cause de l'entreprise que vous défendez, ou du projet que vous défendez. La cause est supérieure à vous. Et c'était déjà présent, ça, dans l'enseignement des anciens. C'est fondamental. L'art oratoire, c'est un art du service, un art du vectoriel, un art de la modestie. C'est pas un art de se faire mousser soi-même, d'où l'importance du personnage. Oui, très très bien. L'art oratoire pour les managers, c'est un tout essentiel. C'est une idée géniale. C'est de savoir donner du sens et de l'émotion à ce qu'on dit, un peu comme la métaphore qu'il faisait sur le funambule des mots. C'est que quand on regarde loin, quand on pense vraiment ce qu'on dit, on tient sur le fil et on a confiance en soi et on réussit dans notre prise de parole. Ouais, c'est formidable. J'ai des attentes très fortes, très fortes par rapport à ce type d'école, pour moi comme pour mes managers. L'art oratoire, c'est évident, pour moi c'est absolument essentiel. Quand je dis efficace, c'est pas seulement pour l'entreprise, c'est par rapport à l'homme. Que l'homme soit efficace et soit bien dans ce qu'il fait, quoi. La qualité de la présentation me persuade du bien fondé de la démarche. Voilà. Bon, je vous ai réunis parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Nathalie me fait des retours et je suis désolée, on en a déjà parlé, hein, mais la qualité, c'est pas ça. Et il faut remettre ça sur le tapis. D'ailleurs, je suis vraiment désolée de le dire, mais à un moment, il faut avancer. Hein. Alors, il faut prendre des décisions. Il faut qu'on fasse un point sur la qualité. Parce que ça ne peut pas durer, on va droit dans le mur. Bon, alors qu'est-ce que vous avez à dire? Ouais, bon, ok, il y a un problème, c'est évident, ok. C'est quand même pas la première fois que ça arrive, hein. L'année dernière, on a eu un peu le même souci, quoi, hein. Faut être honnête entre nous aussi. Oui, enfin là c'est particulièrement fréquent, hein, 4 retours cette semaine. Ouais, bon, alors peut-être c'est une histoire de formation. Hein. Bon, peut-être que les gars là ils sont pas assez formés. Et comment ça attend une histoire de formation? Non, attendez, Laurence, excusez-moi, je voudrais pas vous attaquer, mais je parle d'une vraie formation, pas une espèce de stage. Mais tu verrais quoi, Florence, formation Attends, un jour par an et par personne. Ben justement, un jour par an et par personne, moi j'aurais besoin là. Attendez, j'aurais besoin. Alors oui, et j'aurais besoin d'un retour pour le stage, l'assertivité. C'est un jour par an et par personne. Attends, qu'est-ce que c'est l'assertivité? J'ai jamais entendu ça. Mais tu n'es pas au courant. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas au courant de ce que on ne peut pas attendre sur l'assertivité maintenant. Voilà à peu près le genre de réunion qui se passe dans des entreprises autour de nous. Pas dans les vôtres, hein. Dans celle d'à côté, peut-être lu ça dans le journal. On en parle de temps en temps, ça s'appelle la réunionite.
Et ce n'est pas nous qui avons inventé le procès de la réunionnite. Vous avez été pas mal dans cette salle à le faire déjà depuis des années. C'est la vie quotidienne de l'entreprise. Et là, vous avez eu le son. On n'a pas imposé l'image. Mais l'image, on peut la décrire. Les corps s'affaissent dans les chaises. Les regards s'évitent. Les crânes tournent en rond tout seuls comme ça avec leurs pensées à l'intérieur. Alors les gens disent des choses pour ceux qui aiment parler et ils parlent trop longtemps. Les gens qui n'aiment pas parler disent des choses, mais si peu que finalement ils ne disent rien. Et puis au bout d'un moment, on lâche des mots à droite, à gauche. Alors pour contrôler le phénomène, on canalise. On canalise, c'est-à-dire qu'on fait des procédures, on fait des plans de réunion, on fait des timings de réunion, on fait des ordres du jour, on forme des gens à animer des groupes. On canalise ceux qui parlent trop, ceux qui ne parlent pas, et les mots par-ci, par-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça ne change pas le fond de la production, mais ça fait plus propre. On suit la procédure. En clair, ce qui se passe, c'est que les gens suivent la procédure, on suit le plan de la réunion, mais personne ne s'y investit physiquement, et par conséquent, intellectuellement, c'est le service minimum. C'est logique. En art oratoire, là où le corps n'est pas, l'esprit n'est pas. Et la fonction non plus. Les anciens disaient mens sana in corpore sano. On pourrait modestement ajouter aujourd'hui mens non sana in corpore non sano. Il y a combien de réunions qui se passent aujourd'hui, combien se sont passées dans les entreprises aujourd'hui, à la Défense, boulevard Malesherbes, à Marseille, à Londres et ailleurs. Combien de réunions sont basées comme ça? C'est la vie quotidienne de l'entreprise. Des réunions qui ne créent pas de valeur ajoutée dans le mental des gens qui en sortent. Des réunions sans valeur. Et on sort en se disant, c'était une réunion de plus. Et quand les corps ne s'affaissent pas, ils se tendent. Alors les gens s'énervent. On dit un peu n'importe quoi, ça part dans tous les sens, un peu comme dans les débats politiques à la télévision. Et les idées ne circulent pas. Simplement, on a tenu la réunion. La réunionnite est une forme de décadence de la pensée dans les entreprises. Une forme. Pourquoi? Tout simplement parce que nous pensons ici, et vous pensez sans doute, qu'on a perdu le secret des orateurs. Le secret des orateurs, page 29. Bien sûr, ces réunions ne sont pas des échecs absolus. Leur organisateur les supprimerait s'il n'en tirait vraiment rien. Mais ce sont des échecs relatifs. Elles durent souvent trop longtemps pour ce que l'on en tire. On y voit les corps des orateurs avachis sur les tables ou dans les sièges comme des montres molles de Dali. Et les regards dans le vide, tant chez les orateurs que chez ceux qui les écoutent. Il existe d'autres situations d'art oratoire. La grand-messe, par exemple. Vous avez une scène, des projecteurs, un public, vous, par exemple, et puis un homme, une femme qui entre en scène, seul, face à son public. C'est une situation à forte charge, plus théâtrale que ces réunionites. Et là, le trac apparaît, la peur. Alors si on observe cet orateur dans ce genre de situation, plus précisément, eh bien il entre en scène comme puni. Vous savez, comme un skieur débutant qui se serait trompé de télésiège et qui arriverait en haut d'une piste noire par mégarde et qui serait là en train de se dire « Maman, viens me chercher ». Face à ce danger, face à cette peur, une partie de notre cerveau, le reptilien, nous dicte 3 comportements possibles. Le premier, la fuite. Difficile de quitter la scène là et de vous laisser seul, hélas. Alors on reste là, courageusement. Deuxième possibilité, face au danger toujours, l'attaque, l'agressivité. Mais pas toujours bienvenue dans ce genre de convention non plus. Alors il reste
Une troisième option. Simuler la mort. Disparaître. Disparaître derrière son pupitre, disparaître derrière ses notes, derrière son texte, derrière ses slides. Et pour bien faire, se rétracter totalement, gestuellement, physiquement, vocalement. Et du coup, disparaître intellectuellement. S'ajoute à ça le défaut d'expression, qui est là pour pallier, pour traiter la peur. Alors dans les défauts d'expression, vous en avez plein. Vous avez le tic gestuel, la constance gestuelle, qui est là pour rassurer. Le tic verbal, la constance verbale, le E, la scorie. La constance tonale, la voix monocorde. Et puis, vous avez aussi la constance rythmique. On n'attend qu'une chose, débiter son texte le plus rapidement possible pour sortir de là vivant et sauver notre peau. Toutes ces constances, sous ces défauts d'expression liés au trac, amènent à nos présentations quelque chose de mortifère, de triste, ennuyeux. Quel dommage. Et pourtant, ces orateurs, quand ils entrent en scène, sont préparés. Ils ont travaillé. Alors pourquoi ont-ils peur? D'où vient cette peur? C'est vrai ça, d'où vient cette peur? L'éducation à la française, c'est un véritable paradoxe. Tout petit, un enfant de 4-5 ans n'a pas peur. Il n'a pas peur de parler. Il est plutôt content de réciter la poésie, de réciter la comptine, devant sa famille, en général ébahie, qui l'encourage et qui le voit déjà sur les planches plus tard, l'imagine déjà comédien. Cet enfant-là est sacrément doué. Mais retrouvons-le quelques années plus tard en entreprise. Il n'y a plus personne. Sur la scène de la convention annuelle, précisément, on vient de le voir, il n'y a plus personne. Il n'est que l'ombre de lui-même. Il a bien dû se passer quelque chose entre le moment où il était très à l'aise et où il prenait beaucoup de plaisir et le moment où il est complètement paralysé. Alors que s'est-il passé? L'éducation, précisément. L'éducation qui nous a inculqué quelques phrases. Vous en connaissez certainement. Je vais vous en donner quelques-unes. Lève ta main avant de prendre la parole. On apprend ça à l'école. Tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler. Vous imaginez le plaisir qu'on a après avoir tourné 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler? On n'est plus très spontané. Donc nous avons appris la peur de parler. Ce n'est pas une peur innée, c'est une peur acquise. Mais on peut dire qu'elle est tout de même bien ancrée chez nos orateurs. Le secret des orateurs, page 37. Ensuite, tout l'environnement de l'enfant, jusque et y compris à l'âge adulte, se charge de reconditionner chez lui l'association entre l'idée de parler en public et le sentiment du danger. Tel patron, pour conclure un exposé, pose la question suivante. Y a-t-il des questions intelligentes? Il le fait en souriant, mais tout de même, pour redonner le trac à celui qui va parler, on ne saurait mieux faire. And we are so afraid of speaking that we think ahead, we anticipate in order not to make any mistake. And when we do so, we are in our heads. But when we are in our heads, we are not in our bodies. And when you are speaking in public, you need to be in your body. Because when you speak in public, you want to create connections between you and your audience. And the only way to create these connections is to use what you've been given, your body, your organ of perceptions, your eye contact, your ears. You, as an audience, send a lot of signs. And how do I receive these signs? I receive them through my eyes, through my ears. It's like creating a pipeline between you and me, all of you. And when the pipelines are created, then my thoughts can freewheel.
And I can serve my ideas because I can serve my audience. Because you are giving the feed and I am giving the back. And the connection is created. And in our speeches, in our meetings, we can create added values because we use one another to work off each other. And also, doing such, we cope with fear. Vous avez noté, c'est de l'anglais. Il faut être dans son corps, dit Marie-Sophie, bien sûr qu'il faut y être. Et ce n'est pas une chose facile. La première chose à faire, c'est d'arriver à inscrire son corps physiquement dans l'environnement social. Et quand on regarde les orateurs, très souvent, ils n'ont pas d'appui sur le sol, s'asseyent un peu n'importe comment, se dandinent d'un pied sur l'autre. Ils n'ont pas non plus d'appui sur le ciel, et pourtant nous sommes tous des homo erectus. Ils n'ont pas non plus d'appui sur l'humanité en face d'eux. Les regards rompt le contact pour réfléchir en regardant le plancher, le plafond. Donc le corps de l'orateur, aujourd'hui, sans appui sur le ciel, sans appui sur le sol, sans appui sur l'humanité en face de lui, le corps de l'orateur n'est plus là. Et le cerveau, que devient-il? Il flotte en apesanteur, en suspension dans l'air, un peu comme le whisky du capitaine Haddock dans la fusée qui va vers la Lune. Vous savez, le whisky qui sort du verre et qui part en boule dans l'espace de la cabine et qui flotte comme ça dans le vide. Nos réunions sont pleines d'orateurs dont le cerveau flotte dans le vide. Et de temps en temps, il y a une encre sur un bullet point, comme ça, ils ne s'envolent pas trop loin. Et c'est le bullet point qui prend la place du cerveau. Et la pensée est morte. La pensée meurt. Et l'orateur, pendant ce temps-là, il est à l'intérieur de sa tête. Et il pense, croyant faire du Descartes. Il est simplement comme beaucoup d'orateurs. Un peu des gens sous la forme d'expression de Michel Rocard. Des gens qui sont dans leur tête, qui ne communiquent avec personne. Quand on parle de whisky, c'est ça, c'est de la drogue. La pensée elle-même devient comme le whisky une drogue qui coupe du monde extérieur. Alors ça donne cette forme d'expression Michel Rocard. Des orateurs shootés à la cogitation solitaire. Ce n'est pas le style de l'individu qui ne va pas. On n'est pas là pour apprendre les claquettes. Quoique, tous les styles sont intéressants. Et l'orateur ne produit plus de personnages. Il parle comme s'il était dans la rue, comme s'il était chez lui, mais il n'est pas dans la rue, il n'est pas chez lui. Il ne produit plus, dans le cadre de sa fonction, que ce qui est le plus inintéressant en vie publique, sa personne. La pensée de la fonction est morte, n'existe plus, nulle. Alors que devient le corps? Où sont les appuis? Comment fédérer le mouvement? Comment produire le personnage, c'est-à-dire le sens? Le secret des orateurs, page 27. Aujourd'hui, le PowerPoint fait fureur. Le conférencier envoie des graphiques, des schémas et des textes sur un écran depuis son micro-ordinateur par l'intermédiaire d'un projecteur. En appuyant sur une touche, il anime des images. Des mots arrivent de tous côtés pour glisser sans bruit vers leur place. Des flèches s'allongent, des petits personnages désignent, des traits soulignent sans qu'apparaisse la main qui les tire. Et bien d'autres merveilles encore s'offrent ainsi à nos yeux ébahis. Et surtout, il y a les miraculeux bullet points. Ce sont des phrases entières ou groupes de mots précédés de tirets que le cadre d'entreprise fait défiler sur l'écran pendant son exposé et qui le dispense de faire jouer son intelligence pour articuler sa démonstration. Il suit ce qui est écrit
S'il n'y comprenait rien, personne ne s'en apercevrait. Ne ressentant plus la petite crainte de se tromper face à son public et le sentiment jouissif de sauver sa peau, à chaque seconde comme un funambule sur son câble, eh bien, il produit une expression sans suspense et sans joie. C'est ainsi qu'avec l'arrivée du PowerPoint dans l'entreprise, les exposés sont devenus d'un ennui mortel pour les exposants comme pour les auditoires. On ne dit plus « je vais vous faire un exposé sur telle question », mais « je vais vous présenter des slides sur telle question ». Autant dire qu'on nous présente Monsieur PowerPoint qui va faire le travail à la place de Monsieur Dupont. Pourquoi se servir de notre corps pour transmettre nos messages? Nous les avons laissés au vestiaire de nos cours de gym, de notre sport du dimanche. Si, aujourd'hui, la notion du corps est la chose du monde la moins partagée, elle était dans l'Antiquité la chose du monde la plus partagée dans la vie sociale. Je ne parle pas des orgies. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de retransmission vidéo, il n'y avait pas de PowerPoint. Le corps était obligé d'exister. Il portait alors la pensée. Il fallait compter sur lui et du coup, on pouvait compter sur elle. Dans les académies antiques, le dialogue était le sport de la pensée. C'était un plaisir de s'y exercer. Ce que nous avons le mieux retenu de l'Antiquité, ce sont les 4 premières parties de la rhétorique de Cicéron. Les 4 parties intellectuelles de cette rhétorique. C'est la force, aujourd'hui, de notre pensée moderne. Depuis Cicéron, ces 4 parties se sont infiltrées au fil des siècles pour arriver jusqu'à